Bonjour à tous, du coup on se retrouve pour un nouveau film, un des deux plus gros attendus de l'année. J'ai changé de chroniqueur du coup parce qu'on tourne ça dans le désordre. JB, du coup, qu'on a déjà entendu, je pense, normalement. Salut, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Je suis très content d'être là, très content du film dont on va parler et merci pour l'invitation. Et voilà, je suis très Bah c'est content. parfait. Ok, vas-y. Et Cinématics, du coup, comment ça va? Écoute, je crois Eh qu'on t'avait ben, déjà enregistré sur Mission Impossible. ça va tranquille, hein, ça me fait très plaisir d'être là et ça me fait très plaisir de parler de ce film. Nickel. Et du coup, forcément, on est toujours avec Joe. On avait parlé de Barbie ensemble, et là, peut-être qu'on va pas être tous unanimement d'accord, donc ça va être intéressant de débattre avec toi. Chris, à cette fois, faut qu'on parle. Oh merde. On se retrouve pour le nouveau film de Christopher Nolan, 3 ans après Tenet, qui revient avec un film historique sur le créateur de la bombe atomique. Let's go recruit some scientists. Build a town, build it fast. If we don't let scientists bring their families, we'll never get the best. Why would we go to the middle of nowhere for who knows how long? Why? Why? How about because this is the most important thing to ever happen in the history of the world? You're the great improviser, but this you can't do in your head. Are we saying there's a chance that when we push that button, we destroy the world? Chances are near zero. Biopic sur le créateur de la bombe atomique, qui va aller de son recrutement jusqu'à ses, ses déboires avec le gouvernement. Je vais commencer peut-être par la personne qui a le plus apprécié le film. Cinématics, qu'est-ce que tu en as pensé? Et peut-être qu'est-ce que c'est ton rapport à la filmographie de Christopher Nolan? Est-ce que tu es très fan ou est-ce que tu l'aimes bien? Juste voilà. Alors, je suis très fan de Christopher Nolan, de son style, et c'est un réalisateur que j'aime énormément. Et le premier film que j'avais vu de lui, c'était Dunkerque, que je l'avais vu en salle, et le film m'avait foutu une claque. Et puis, je me suis intéressé à découvrir les autres films de Christopher Nolan, et je suis devenu très fan de sa filmographie. Et alors, du coup, j'avais une grosse attente pour Oppenheimer, et je dois avouer que je n'ai vraiment pas été déçu. J'ai trouvé que c'était un biopic qui était prenant du début à la fin. Le film, c'est une fresque qui dure 3 heures, mais je trouve que c'est vraiment très bien rythmé. On sent pas les 3 heures passer, et, et on est pris dedans. Et aussi, je trouve que niveau réalisation, c'est aussi, je trouve que c'est magnifique, que ce soit au niveau du montage, de la photographie. Le film est magnifique visuellement. Je trouve que il y a beaucoup de super idées de mise en scène. Un Et travail de fond aussi dont on parlera. oui, en effet. Et aussi, on a Cillian Murphy qui est un acteur fétiche de Christopher Nolan et qui ici porte le film à merveille. C'est Bon, on va revenir, je pense, sur la prestation des acteurs, parce qu'en plus, c'est un film qui marche bien, mais qui a aussi un énorme casting aussi, peut-être le fait qu'il marche bien. Et du coup, je pense que JB, tu rejoins l'avis de Cinématics, du coup, sur Oppenheimer. Eh ben écoute, ouais, je le rejoins totalement. Moi, pour donner mon rapport avec le cinéma de Christopher Nolan assez rapidement, c'est un réalisateur que j'aime vraiment bien. Je suis toujours présent quand il sort un film, je vais toujours le voir. Juste, je trouve que c'est un réalisateur qui a vraiment tardé à avoir un traitement des émotions et un traitement des personnages dans son cinéma. Il a tardé à choisir la façon dont il voulait traiter les émotions et la façon. Tu penses à quel film à peu près quand tu veux dire ça? En fait, pratiquement toute sa filmographie en soi, ou jusqu'à Oppenheimer. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé Oppenheimer, parce qu'Oppenheimer, je trouve qu'il a enfin su trouver son créneau, comment il voulait vraiment développer ses personnages, traiter leurs émotions, etc. Mais avant, c'était très instable, ou soit il y avait pas assez de développement, mais en même temps, c'était pour se concentrer plus sur un côté immersif, comme par exemple avec Dunkerque, avec Tenet. Mais même
là-dedans, il y avait des problèmes dans le sens que Dunkerque, ok, c'était full immersivité, c'était très intéressant. Tenet, il voulait en même temps faire full immersivité, mais en même temps, il cherchait à un peu t'attacher au personnage, mais sans que tu t'attaches trop au personnage parce qu'il leur C'est ce qu'on donnait moins aimé, d'ailleurs. Ouais, je Le grand sais. public. Ouais. Il leur donnait pas beaucoup de choses à bouffer, mais il cherchait quand même à ce que tu t'attaches à eux. Enfin bref, c'est un cinéma assez lunatique, mais même Interstellar par exemple, où là les personnages sont développés, il y a des émotions, mais c'est trop poussé. J'ai vraiment l'impression qu'il met un flingue sur la tempe pour que j'ai des émotions. Donc voilà, c'est un cinéma très lunatique pour ce qui est du traitement des émotions et des personnages. Ça, je pense qu'on l'a compris puisque je l'ai répété 500 000 fois. Mais Oppenheimer, j'ai beaucoup aimé parce que je trouve qu'il s'est enfin trouvé. En plus de ça, c'est très immersif, encore une fois. Et je pense que Oppenheimer est l'un de ses meilleurs films. En tout cas, c'est l'un de ceux que je préfère. Voilà. Et puis on rentrera un petit peu plus en détail plus tard sur tout ce qui est la forme, le fond, la réalisation, le montage, tout ça. Mais j'ai beaucoup aimé parce que voilà, comme je l'ai dit 500 fois, j'ai l'impression que c'est une sorte d'aboutissement, une sorte de film somme dans sa filmographie. Voilà. Bah, en fait, tu vois, je te rejoins. Bah, je vais laisser la parole à Joe en dernier, je pense, pour des raisons qu'on expliquera plus tard. Mais je te rejoins vraiment sur cette dimension-là parce que moi, j'ai toujours un rapport compliqué avec Nolan. C'est pas un réalisateur que je déteste, mais c'est pas non plus un réalisateur que j'adore non plus parce que je trouvais que dans ses films, bon, par exemple, tu vois, j'adore Le Prestige. Je sais qu'on est assez d'accord, mais ouais, moi c'est mon préféré. Ouais, moi aussi, je pense. C'est mon film préféré de Nolan. Mais en fait, je trouve que toujours, c'est un faiseur d'images qui est incroyable. Enfin, il filme à merveille. Ses plans sont souvent magnifiques. Alors, mais ouais, vas-y, pardon. Excuse-moi, je t'ai interrompu. C'est un faiseur d'images très talentueux. Je veux dire en termes de technique, voilà, Christopher Nolan, on ne le présente plus. Mais par contre, il avait eu des grosses lacunes durant pas mal de temps dans sa filmographie pour filmer les scènes d'action. Et c'est justement là que j'aime Tenet sur ce point. Parce que Tenet, j'ai pas mal de mal avec le long métrage, mais c'est son film où les scènes d'action sont le mieux filmées. Je trouve, personnellement. Bah, mais en soi, oui, c'est un faiseur d'images très talentueux. Techniquement, Christopher Nolan, c'est des films qui ne vieillissent pas, quoi. Enfin, je veux dire. Voilà. Et surtout, donc, en fait, je vais reprendre. En fait, le truc, c'est que je trouve qu'il filme très bien, mais il a toujours péché au niveau de l'écriture, où je trouve que il a souvent un pitch un peu qui sort un peu du commun, mais où du coup, il va se reposer un peu sur ce pitch-là et que niveau émotion, il m'attrape rarement, en fait. Et je trouve que les personnages sont assez pas pauvrement écrits, mais c'est très conventionnel, c'est très classique. Par exemple, j'aime beaucoup Inception. Je trouve que c'est un excellent film, et en plus, qui plus est, je trouve que c'est un excellent film d'action, même si visiblement tu trouves qu'il filme pas hyper bien les scènes d'action. Je trouve que pour le coup, dans Inception, je trouve ça bien, mais je sais pas si t'es d'accord. Moi, j'aime beaucoup Inception, mais je trouve quand même qu'il y a des grosses. En fait, pour moi, vraiment les gros points noirs du film, c'est les scènes d'action. Ouais, vraiment, en termes de gestion de l'espace, en termes de découpage, en termes même de montage, de pur rythme, je trouve que c'est là qu'il y a des grosses chutes de rythme dans Inception, ce qui m'empêche de trouver que c'est un grand film. Mais je trouve que c'est un bon film. Bah du coup ouais, bah en fait moi par exemple sur Inception, ce qui me gêne c'est toute la relation entre DiCaprio et sa femme, etc. Bon, on va pas le spoiler même si la plupart des gens l'ont vu, mais je pense quand même qu'Inception ouais mais je trouve ça, enfin on va pas rentrer dans les détails, mais je trouve ça extrêmement conventionnel. En fait, je trouve que même si ça m'attrape un petit peu, c'est pas non plus hyper bien construit, et en plus enfin voilà, je trouve que c'est pas non plus, l'écriture a toujours été son faible, et là pour la première fois dans Oppenheimer, je trouve que la mise en scène, qui est magnifique, on en parlait tout à l'heure avec Cinematics, mais se met au service du scénario. Et la mise en scène illustre parfaitement bien le scénario, surtout avec ce changement de couleur, parce qu'il faut le dire, bon, pas un tiers, mais disons un quart de Oppenheimer se passe en noir et blanc, du coup. Ouais, tout à fait. Oppenheimer est en noir et blanc, et ça bascule à un moment donné, parce que même alors, je me permets de te couper. Excuse-moi, pour les personnes qui écoutent le podcast et qui n'auraient pas forcément vu le film, il faut savoir que toutes les parties en noir et blanc se concentrent très majoritairement sur les parties avec... je ne me souviens plus de son prénom, c'est une honte, je suis désolé, mais avec Robert Downey Jr. Voilà. Lewis Strauss. Voilà. Merci Cinematics et merci Eva. Et je te laisse continuer.
Bah du coup en fait le truc c'est que c'est ce que j'allais dire, c'est que la mise en scène, mais même en fait si ça se concentre sur le personnage de Strauss, à un moment donné après une action, bon voilà, on va spoiler Oppenheimer, à un moment donné il y a une bombe qui explose. En fait après ce moment-là, je trouve que ça va se basculer en noir et blanc pour illustrer les conséquences et le fait qu'on rentre dans quelque chose qui est plus dur, quelque chose qui est sur les conséquences, etc. Et moi, j'ai eu l'occasion de le voir 2 fois, du coup, le film, depuis que je l'ai vu. Et pour le coup, je trouve que la deuxième fois, on remarque que aussi c'est un film, et c'est ce que je reprochais à Nolan sur certains de ses films, c'est un film qui est beaucoup moins manichéen que ce qui n'y paraît. C'est-à-dire que le personnage d'Oppenheimer n'est pas seulement un personnage qui a eu des regrets un peu tard. C'est un personnage où après, quand on suit cette dernière heure qui va être essentiellement de la discussion, etc., encore plus que dans les 2 premières, on va être sur un truc où on va questionner le personnage de Oppenheimer et on va se dire, est-ce que le personnage d'Oppenheimer a vraiment des regrets? Est-ce qu'il en a des regrets, mais pas autant que ce qu'il veut l'admettre? Et c'est aussi pour se faire passer pour un martyr, pour s'éloigner, etc. Et c'est quelque chose qui va être illustré par la mise en scène et par cette espèce d'implosion constante qu'on voit dans le film. Et moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment touché. Et c'est vraiment un film qui m'a emballé, clairement. Et je dis ça alors que, par exemple, j'ai rattrapé Interstellar avant de voir Oppenheimer. Moi, Interstellar m'a un peu ennuyé, mais bon, ça, je vais avoir des problèmes pour avoir dit ça, mais bon, ça c'est pas grave. C'est le jeu. C'est le jeu, mais Interstellar, personnellement, c'est un film que je trouve, encore une fois, très bien filmé, mais qui je trouve a des grosses lacunes en scénaristique et qui, au niveau émotionnel, ne me choque pas du tout, en fait. Mais voilà, enfin, globalement, on a apprécié Oppenheimer, mais je crois que dans le groupe, une personne n'a pas accepté, enfin, n'a pas apprécié Oppenheimer, et c'est toi, Joe, je crois que t'as pas du tout aimé. Et bah du coup, c'est quoi ton rapport à la filmo de Nolan et pourquoi t'as pas trop adhéré Dis les termes, Joe, vas-y, dis les termes. Je suis pas d'accord avec ces termes. Hein. Nolan n'est déjà pas un réal que je n'apprécie. Non, c'est pas un réal que je déteste. Putain, ça commence bien. Je l'ai découvert avec Memento il y a quelques années et je me suis fait quasi toute sa filmographie. J'ai eu une attache particulière à ses courts-métrages expérimentaux. Et dans sa fiction, effectivement, il y a beaucoup de limites. Que ce soit des scénarios qui sont très faciles ou une mise en scène, effectivement, qui a mis du temps à se trouver. Memento était réussi. On ne peut pas en dire autant pour la trilogie Dark Knight, qui était au mieux moyenne, au pire médiocre, selon les opus. Pas du tout d'accord avec ça. Mais... Ouh là là, il va s'attirer des ennuis. Mais on va se mettre dans la merde. Les propos des chroniqueurs n'engagent que. Globalement, un des pires films qui a été réalisé. Mais. Merde. Il arrive avec Inception, pour lequel je n'en vois pas un chef-d'œuvre comme beaucoup, mais j'en vois un bac à sable géant où un réalisateur s'amuse et, niveau mise en scène, réussit un des plus gros tours de force de ces précédentes années. Malgré des couacs au niveau de scène d'action, évidemment. Et. Mon attache à Nolan a définitivement changé en 2021, quand il sort Tenet, qui pour moi est l'aboutissement total de sa filmographie, l'apogée de sa mise en scène, où tous les personnages deviennent des moyens de mettre en scène un récit toujours plus grand et un métrage qui est une des plus grandes preuves de cinéma de ces précédentes années. Donc, Oppenheimer, grosse hype. Il y a un casting trop grand, on se croit dans un Wes Anderson, mais bon. Le problème, c'est que après, la plupart, il a déjà tourné avec, hein, si je me trompe pas. La plupart, oui, mais le problème, c'est qu'il ne sait pas les gérer et que la plupart des acteurs d'Oppenheimer sont en pure roue libre et que ça devient quasi un supplice de suivre le film. Ah, c'est terrible. Mais oui, c'est terrifiant, oui, comme le film, parce que il nous fout des atomes toutes les 2 secondes, parce que t'as compris, c'est la bombe atomique. Oui, c'est un gimmick de mise en scène qui a été déjà pensé X fois. Mais on arrive à un des plus gros points d'Oppenheimer, c'est qu'après 2 heures de souffrance, on en arrive à une 3e heure qui est immense pour le coup. Sa dernière heure où il part à 100% dans un film paranoïaque, frôlant fantastique et le film de zombies, où Cillian Murphy décide enfin de jouer. Non, putain, non. C'est criminel de dire ça. Enfin de jouer. Emily Blunt décide enfin de la fermer. Oh là là. Oh, mais putain de merde. Non, parce que on parlait d'un public mensonger. Le film est quand même diablement misogyne, avec tous ces personnages féminins écrits comme des poufs que Nolan méprise profondément.
Ça, c'est un vrai problème, je suis d'accord, il sait Bah, pas écrire ses personnages non, je suis féminins. pas Je trouve d'accord. pas tellement que ce soit un problème parce que en fait le truc c'est que le film il se passe les scènes en couleur, il se passe du point de vue d'Oppenheimer et le truc c'est que je trouve que c'est ça cohérent que dans son à ce moment-là on est de son point de vue et de son point de vue bah c'est pas tellement sa priorité sa femme c'est pas tellement Ouais, mais sa, c'est sa vraiment une priorité. excuse, quoi. Le truc, c'est que- Enfin, Bah après, moi, j'ai pas trouvé, à la rigueur, pour le personnage de Florence Pugh, qui joue très bien dans le film d'ailleurs. Elle est là peu de temps, mais franchement, je trouve que c'est l'une des meilleures actrices de sa génération. Ah mais oui Euh, elle est Je excellente. peux Oui. comprendre qu'on peut se dire, tiens, c'est quand même un peu misogyne la façon dont il l'écrit. Moi, je trouve pas personnellement. Je trouve qu'il y a quelque chose en plus qui empêche son développement d'être un développement purement misogyne. Et pour Emily Blunt, par contre, je vois pas où tu vois le côté misogyne, Evan. Je t'avoue. ça, je suis pas d'accord. Ouais, je suis d'accord. Je trouve que. Attendez, parce qu'on va faire des tours de table parce que je sens que Evan, enfin, Non, pardon, Joe, toujours. Joe est on fire là sur Oppenheimer. Mais Et personnellement, je moi, terminerai je trouve juste que- sur un point. Non, Ouais. tu termineras pas, non. Oh, putain. Est-ce qu'on le laisse parler? Non, vas-y. Sur la scène de la bombe atomique, qui est en même temps, à premier abord, une déception, mais qui s'avère, plus je la digère, plus Christopher Nolan semble inspiré par les frères Lumière et signe avec cette bombe atomique une entrée d'un train en gare de la Ciotat et nous fait ressentir la peur avant de nous la montrer. Il nous fait ressentir toute l'angoisse de cette bombe atomique par ce mixage sonore, par cette bande originale, par cette réalisation, nous fait ressentir une émotion qui est 10 fois plus importante que le déferlement qui tombe sur Los Alamos. C'est très très fort. Bah, moi, je peux, à moins que Sawyer, tu souhaitais continuer, mais j'ai un truc à dire sur cette scène. Je lancerai un autre Mais débat excuse, autour des on acteurs et excuse de si la c'est un mise en petit scène. peu décousu, mais là, on est rentré dans le Oui, débat. non, mais là, on est rentré dans un débat, là, ouais. J'ai parlé avec mon cousin sur. Enfin non, je n'ai pas parlé avec lui. J'ai vu son avis sur Facebook concernant Oppenheimer. Et alors, j'espère Il ne pas s'appelle dire Paul trop de Schrader. bêtises, mais il me semble, en gros, que lui, il n'avait pas aimé, tu vois, le traitement du son. On va pas trop spoiler, mais le traitement du son durant cette scène d'explosion de la bombe atomique. Je pense que tout le monde autour de la table là voit de quoi je parle quand je dis traitement de Oui, son. non, je vois. Ouais. Voilà. Il n'avait pas trop aimé ça parce qu'il a ressenti un côté très prétentieux et supérieur de Nolan, dans le sens que la bombe atomique de base, c'est tellement puissant, c'est tellement un déferlement de cauchemar, de destruction, que mon cousin, lui, s'attendait à vraiment que le son, tu vois, ça envahisse la pièce, ça envahisse la salle de cinéma, ça pulvérise les oreilles et que ça nous fasse ressentir vraiment la puissance, en fait, de ce monstre de destruction. Et il n'a pas aimé le fait qu'il y ait ce traitement de son particulier. J'essaye de rester sans spoiler. Non, t'inquiète, ouais. Voilà. Parce qu'il a trouvé que Nolan, en ayant ce traitement de son, se donnait un côté supérieur à ce monstre de destruction, en disant non mais moi, je vais la faire exploser, mais je vais la faire exploser et vous la faire ressentir comme ça au son, parce que limite comment dire, j'ai un contrôle, je contrôle un truc qui n'est pas contrôlable de base. Et c'est ce qu'a ressenti mon cousin. Et j'ai trouvé ça intéressant comme analyse en soi, parce qu'on le sait, Nolan est un réalisateur assez prétentieux quand même. Bah, c'est ce que j'allais lancer en fait comme truc. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant comme analyse, mais je suis pas d'accord. En fait, parce que pour moi, le fait qu'il y ait ce traitement de son particulier, encore une fois, pour ceux qui n'ont pas vu le film, ça risque d'être compliqué de comprendre. Pour donner un indice, il y a aussi ce traitement de son dans Star Wars 8 à un moment particulier, voilà. Moi, je trouve le fait qu'il ait utilisé de cette manière-là le son très intéressante, parce que ça donne un côté encore plus irréel à cette bombe atomique qui, pour moi, j'en parlais notamment dans un podcast que j'ai fait, est traité dans le film comme quelque chose de totalement irréel, en fait, de créé par l'humain, mais quelque chose, un monstre de l'irréalité, en fait. Un fantôme aussi, hein, clairement, un truc qui le hante. Voilà. Et donc, j'ai trouvé ça très intéressant, ce traitement du son, mais je trouve l'analyse quand même de mon cousin sur le côté prétentieux Nolan très intéressant. Je trouve que, sans me jeter des fleurs, je trouve que mon analyse et son analyse peuvent être entendues et être intéressantes. Après, je dis pas qu'on a raison, quoi, mais c'est un sujet intéressant, parce que j'ai pas entendu
beaucoup de gens parlaient de la manière dont avait été fait cette scène. J'ai entendu des gens qui disaient que c'était impressionnant, etc. Mais pas forcément du traitement sonore. Et du coup, je voulais en parler un petit peu et en fait faire un débat quand même parce que mon cousin n'est pas là, mais j'ai pris sa place en même temps. Voilà. Il fait ce qu'il veut en tant que réalisateur, à modifier le son comme il le souhaite. Ça reste un acte prétentieux, mais tellement maîtrisé que je ne peux pas lui reprocher ça. Voilà, c'est intéressant en fait. Même si Oppenheimer reste... La seule image que j'ai vraiment d'Oppenheimer restera Christopher Nolan qui s'assique la nouille sur son portrait de Robert J. Oppenheimer à nous dire que c'est le nouveau Prométhée, que c'est le dieu absolu, que c'est l'homme le plus important de la Terre. Mais c'est faux parce que en plus tu t'arrêtes pas de vénérer la dernière heure. La dernière heure vient justement contredire ce truc-là en mettant en opposition. Oui, mais c'est pas parce qu'elle le contredit. Oui, mais du coup, mais bien sûr que non, ça le contredit pas parce que Oppenheimer est montré comme un personnage qui est justement très fort, etc. Les 2 premières heures sont du point de vue de Robert Oppenheimer. La dernière heure est plus du point de vue de la personne qui l'a embauché après qu'il ait relâché la bombe atomique, Lewis Strauss, c'est ça. Et il le voit en fait parce que Lewis Strauss après, enfin on va pas spoiler ce qui s'est passé entre Lewis Strauss et Oppenheimer, mais le fait est il y a eu des différends quoi. À se confronter, etc. Et Oppenheimer va être représenté de la manière dont Lewis Strauss le voit. Mais au final, c'est pas une vision qui est fausse en fait, parce que au final, Oppenheimer a ce côté prétentieux qui veut marquer l'histoire. Et mais quand il réalise qu'il est allé, enfin pas qu'il va trop loin, mais que il est critiqué et que ce mouvement va détruire des gens en fait, essaye de se tirer d'affaire en se faisant passer pour un martyr. Et c'est d'où disons le rapprochement avec Prométhée. Je trouve pas du tout que c'est quelque chose qui est prétentieux. Le film de Nolan peut être prétentieux parce que sous quelques aspects, il se compare à Robert J. Oppenheimer, mais sur cet aspect-là, je trouve pas du tout que ce soit un film prétentieux, quoi. Non, mais pour me faire l'avocat du diable, à savoir de Joe, je ne suis pas du tout d'accord avec lui sur le film, mais c'est vrai que le film va quand même si dans sa troisième partie, en fait, enlève le manichéisme et sa troisième partie ne sacralise pas Oppenheimer. Moi, j'ai trouvé que les 2 premières parties le sacralisaient un petit peu, donc j'étais content de voir cette troisième partie, mais la fin du film qu'on ne va pas spoiler, le dialogue final du film remet quand même en perspective que Oppenheimer est une sorte de dieu vivant qui a créé quelque chose d'irréel. Ouais, donc, je suis d'accord. Et de manière générale, le point de vue de Joe, voilà. Même si je le déteste viscéralement puisqu'il n'a pas aimé Oppenheimer. Non, je rigole. Mais je peux le comprendre, voilà. Mais en même temps, je comprends ton point de vue, Sawyer. Et en fait, ça serait intéressant d'avoir le point de vue de Cinématique aussi dessus. Ouais. Bah, du coup, je vais lui demander, mais juste avant, en fait, moi, pareil, en fait, un des reproches que je pourrais faire au film, c'est que j'ai du mal avec ce côté, alors pas du coup, comme disait Joe, côté, oui, Oppenheimer, ce dieu suprême, mais ce côté très iconisation du personnage, alors que c'est un personnage historique, où quand ils vont chercher les scientifiques, ça fait très Inception quand ils recrutent l'équipe, quoi. Et ce côté où il met son chapeau, il met sa pipe, et ça fait très j'avais l'impression qu'on regardait un Avengers, quoi. Enfin, j'exagère un peu, mais j'avais l'impression qu'on sacralisait comme un super-héros, quoi, et c'était un de mes problèmes avec le film. Mais ouais, j'aimerais bien avoir du coup l'avis de Cinematics par rapport à ça. Bah en vrai, j'ai pas tellement l'impression qu'on le glorifie pour avoir créé la bombe, non, parce que on montre justement que le film c'est un film qui dénonce la bêtise humaine. Justement, on montre que Oppenheimer a créé un monstre et on appuie justement le côté sur son côté fou, le fait qu'au final l'humanité a commis une grave erreur. Le truc c'est que j'ai pas trouvé qu'il y avait des moments où on l'iconisait ou où on le glorifiait pour ses actions, honnêtement. Et je suis vraiment pas d'accord pour le coup, parce que je trouve que il y a vraiment, enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais ce plan quand il commence à arriver à Los Alamos et que t'as un des collègues de Oppenheimer qui lui dit enlève ce truc-là, t'es pas un militaire, t'es un scientifique, etc. et qui commence à mettre sa veste, etc. Je l'ai vraiment vu comme Nolan a fait Batman et du coup il l'iconise comme un super-héros, quoi. Mais j'aimerais bien avoir votre avis du coup et spécialement ton avis, Joe, par rapport à ce côté iconisation. Enfin, toi que tu disais que tu trouvais ridicule, mais ce côté non, pardon, j'arrive plus à parler, c'est terrible.
idolisation. Et après, j'aimerais bien parler peut-être des comédiens et de leurs personnages, etc., et de l'écriture des personnages, peut-être les féminins, mais aussi les masculins. Peut-être parler du personnage de Matt Damon et surtout le personnage de Robert Downey Jr. Mais vas-y, Joe, du coup. Alors, évidemment que j'ai l'impression, devant ces 2 premières heures, de regarder Avengers Infinity War, où il faut aller chercher tout le roster. Le comparatif, quand même, est assez fou. Autant comparer la merde avec la merde. Alors, Tu crois que c'est ça? Ouf. Putain, mais... En fait, pour être honnêtement, je trouve que lorsque on a Oppenheimer qui recrute son équipe, ça fait plus un côté un petit peu film de braquage, un petit peu avec celui qui. Mais c'est un problème. mais c'est vrai. Parce qu'on parce on que parle quand même d'un truc Nolan, qui a tué des milliers de gens, quoi. Tu vois. Enfin, moi, je trouve que c'est un problème. Mais le truc, c'est que, encore une fois, Oui, mais en même temps, à ce moment-là où on voit cette scène de recrutage, donc, c'est un moment où, alors vous me dites si je me trompe, si je dis une bêtise, hein, mais c'est un moment où le gouvernement américain, qui avait donc, c'est le gouvernement américain, on est d'accord, qui avait bien engagé Oppenheimer, on peut pas dire de bêtises, voilà. Non, bien sûr. Ben, c'est un moment où il le voit justement comme le sauveur de la situation. Oui, mais c'est comme Oppenheimer. Mais en même temps, oui, je peux comprendre que ça gêne du coup que le point de vue de la réalisation prenne un peu le parti du gouvernement américain en mode sauveur de la situation, etc., etc. Mais ce même gouvernement américain qui va être critiqué par la suite avec une scène avec, j'ai oublié son prénom, super, le président, comment? Truman. Truman, voilà. Le gouvernement va être vraiment bien critiqué. C'est un film qui, au final, je trouve... Ça, je trouve ça manichéen comme scène. Hein. Vraiment... en fait, moi, je trouve intéressant parce qu'elle rattrape président. le côté, on a iconisé un peu l'action du gouvernement, etc. Tu vois, là, on revient sur un truc de non, mais le gouvernement américain, c'était quand même des sacrés connards par moment, tu vois. Ouais, mais je trouve que c'est pas fin, en fait. Je trouve que ça fait vraiment... mais le cinéma de Christopher Nolan n'a jamais été fin. Mais présenté vraiment comme le méchant qui se frotte les mains dans les films de James Bond, quoi, le président, quoi. Enfin... Mais en fait, le truc, c'est que je trouve que le film, il ne glorifie rien. C'est un film qui dénonce la guerre, il dénonce il a des problèmes et du coup, il dénonce le fait qu'on a ces hommes qui se détruisent eux-mêmes. On les montre en train d'abandonner toute humanité pour la suprématie et pour le progrès. C'est ça le truc. On peut dire, moi, le film, là aussi, ça peut poser problème. Tu as dit le mot glorifier, Cinematics. On peut dire qu'il glorifie dans un certain sens, enfin, c'est pas forcément ce que je pense, mais certaines personnes peuvent penser ça, qu'il glorifie l'horreur. Parce que quand tu vois la fin du film, tu peux te dire, il y a un plan notamment, tu te dis, waouh, c'est quand même vachement glorifié. Surtout la scène du discours d'Oppenheimer, qu'on spoilera pas, mais qui est aussi comme ça. Et le truc, c'est que tu as toute une scène où tu les vois discuter sur quelle ville ils pourraient exploser. Et du coup, là, je trouve que ça me semble assez évident que oui, là, ça glorifie pas. Ah non, ça glorifie clairement pas. Mais je dis pas que Nolan glorifie, je dis que Nolan est lourdeau et que c'est là où je retrouve son côté très lourdeau dans son écriture, en fait. Mais à part ça, je trouve que dans son truc final, ça devient un peu, en fait, je trouve que ça se transforme presque dans le Prestige, en fait, cette dernière heure, où en fait ces deux hommes, du coup Strauss et Oppenheimer, vont se détruire en eux, révéler ce qu'ils ont de pire en eux, révéler toute l'horreur et leurs ambitions et leur côté égoïste, en fait, ce que je trouve vraiment passionnant. Et après, je pense qu'on parlera de la mise en scène, mais du coup, j'aimerais bien avoir votre avis sur la dernière heure pour conclure sur les scénarios et les personnages. Juste pour revenir sur le côté fin ou non du récit, moi, ça me dérange moins que ce film-là de Christopher Nolan ne soit pas fin, parce que ça concerne quelque chose, à savoir la bombe atomique, qui est tout sauf subtil, tout sauf fin, tout en finesse, tout, voilà, c'est quelque chose, ça écrase tout, tu vois. Donc moi, ça me dérange pas ce côté très lourd un peu dans ce film de Nolan, parce que pour moi, il est à propos, tu vois, plus que pour d'autres films qu'il a fait. Mais du coup, vas-y, je te laisse du coup continuer. Du coup, c'était pour savoir ce que vous pensiez sur cette dernière, cette espèce de destruction entre ces deux hommes, etc. Vas-y, JB, commence. Du coup, gens qui trouvent que la première heure est super, la deuxième un peu moins, la troisième super, ou alors l'inverse total, ou alors... disons que la 3, c'est celle qui divise le plus. Hein. Moi, cette troisième heure, je la trouve très intéressante, je la trouve très importante, parce que justement, elle contrecarre pas mal de choses qui ont été abordées d'une certaine façon qui pourraient déranger dans la première partie, mais elle contrecarre tout ça en donnant un autre point de vue, en donnant un point de vue moins héros de la nation à Oppenheimer,
en donnant un point de vue moins sympathique à Strauss, parce que durant les premières parties, Strauss a un point de vue qui n'est pas forcément un point de vue de mec abominable, quoi. Donc je trouve ça intéressant, cette balance qui a apporté. Et puis surtout, moi j'aime beaucoup la scène. Il y a tout un truc qui tourne dans le film sans spoiler. Sur un moment, c'est dans la bande-annonce, Oppenheimer et Einstein se parlent. Et Einstein, après cette discussion, ne va pas du tout adresser la parole à Lewis Strauss. Lewis Strauss qui lui adresse la parole. C'est le point le plus important du film. Hein. C'est la scène voilà. la plus Et importante du film. On la revoit sur plusieurs angles. Lewis Strauss, durant tout le film, va se dire mais ça se trouve, Oppenheimer m'a ridiculisé, il a dit des choses qui m'ont fait baisser dans l'estime d'Einstein, machin, etc., etc., etc. Et en fait, j'aime beaucoup cette scène finale où on sait pourquoi Einstein ne lui a pas parlé, parce que durant tout le film, on se questionne, nous spectateurs, et les personnages se questionnent sur quelque chose en fait qui est humain, à savoir ridiculiser quelqu'un d'autre, etc., machin, voilà. Et en fait, finalement, la raison pour laquelle Einstein ne lui a pas adressé la parole, c'est pour, entre guillemets, ce monstre d'irréalité qu'est la bombe atomique, ce truc justement qui empêche en fait pratiquement toute relation humaine en fait. Je sais pas sur le destin d'Oppenheimer aussi, mais ouais. Voilà, et je trouve ça très intéressant personnellement. Et du coup, je vais laisser la parole à la Cinématique pour cette 3e heure. Ouais. Bah alors, je trouve que cette 3e heure est parfaite. Vraiment, je sais que c'est une heure qui a, cette 3e heure a pas mal divisé, mais je trouve honnêtement que qu'elle est parfaite dans son dénouement, parce que c'est à ce moment-là qu'on a du coup toutes les conséquences des actions d'Oppenheimer et ouais, c'est une scène, c'est une 3e heure qui est extrêmement primordiale pour le film et pour ce qu'il essaye de dire dans cette thématique et concernant du coup Oppenheimer et tout ce qu'il a créé. C'est à ce moment-là que tout qui subit les conséquences de ses actions et puis on a Robert Downey Jr. qui est du coup mis en avant dans cette 3e heure et qui est parfait de A à Z. Honnêtement, je trouve que c'est clairement un de ses meilleurs rôles et ça faisait. Utilisé à contre-emploi, hein, clairement. Bah clairement, je trouve que c'était le choix parfait pour incarner Lewis Strauss et le voir dans un rôle de cette manière-là où il est méconnaissable. Ben ça fait plaisir, vraiment, ça fait plaisir après tout ce temps. Et aussi autre point que j'aime beaucoup dans cette 3e heure, c'est Rami Malek qui n'est pas là pour beaucoup de temps mais qui du peu de temps qu'il apparaît est juste parfait. D'ailleurs, moi je trouve qu'on en fait trop de Rami Malek dans le film. Il est là une scène, il joue bien, mais bon voilà. Je trouve qu'il est sous-exploité. Bon, de toute façon, moi je suis pas le plus grand fan de Rami Malek, mais voilà. Mais moi je vais dire un truc qui va peut-être choquer, mais je trouve sa performance dans Bohemian Rhapsody meilleure. Et tu oses parler d'Oppenheimer? Bah oui. Oh merde. Mais j'aime pas Bohemian Rhapsody, hein. Ah, c'est de la merde, Bohemian Rhapsody, faut le dire. Non, mais Bohemian Rhapsody, globalement, et Oppenheimer sont les deux mêmes films. Ça reste deux biopics très mensongers. Non, mais c'est pas possible. Non, Oppenheimer, il y a plein de choses qui sont quand même très concordants. Beaucoup de mensonges aussi. Bah, la fin, par exemple, c'était Seb du JDG qui en parlait. Il disait que la toute fin du film, la discussion finale, elle n'avait pas du tout eu lieu. Elle n'a jamais eu lieu, et les personnages féminins ont quand même été beaucoup plus importants dans la vraie vie. Einstein, pareil. Mais écoutez, je pense qu'on va parler, parce qu'on a beaucoup parlé du scénario et de la trame scénaristique, etc. Je pense qu'il faudrait qu'on parle de la mise en scène. Est-ce que vous la trouvez aboutie, pas aboutie? Est-ce que vous trouvez qu'il y a de la nouveauté dans cette mise en scène, ou est-ce que vous trouvez que le cinéma de Nolan se répète généralement? Je vais commencer par Cinématique, du coup. Pour ma part, je trouve que elle est parfaitement aboutie. C'est parfaitement dans la continuité de ce que Nolan nous propose en termes de mise en scène. Lorsque je regarde le film, je me dis c'est un film de Christopher Nolan à 100%, et je trouve que c'est une esthétique qui colle parfaitement avec le film et ce que ça essaie de raconter. Et le film a des plans qui sont superbes, qui sont vraiment magnifiques. On ressent vraiment la grandeur de certaines scènes, comme par exemple la scène de la bombe qui est juste incroyable. Je trouve que je vais pas avoir grand chose à dire à niveau mise en scène, parce que je trouve honnêtement que à ce niveau-là, c'est vraiment bien foutu. C'est Christopher Nolan qui est très fidèle à lui-même, et je n'ai jamais douté de lui à ce niveau-là, honnêtement. Je trouve que
Bah écoutez, du coup, je pense que j'aimerais bien savoir du coup ce que Joe, toi qui as pas aimé le film, j'aimerais bien savoir ce que tu as pensé toi de la mise en scène. Parce que moi personnellement, j'ai trouvé que vraiment la mise en scène était inspirée. Il y avait vraiment un nouveau travail, surtout sur le son, sur l'utilisation de la musique, l'emploi des thèmes qui reviennent récurrents, etc. Je trouvais que c'était assez malin dans son exécution et notamment dans sa photographie, etc. Et franchement, c'est un point qui m'a vraiment marqué personnellement. Mais j'aimerais bien avoir ton avis. Alors, j'attendais vraiment cette question-là et JB m'a vu écrire durant tout le podcast sur comment vous répondre sur cela, mais pour ce qui est de la mise en scène, j'ai pas tellement l'impression que ce soit un film de Christopher Nolan. J'ai l'impression que on pourra juger de cette question que dans quelques années parce qu'il tend à faire quelque chose de nouveau avec, et j'ai l'impression de voir un film familial et beaucoup plus grand public que ce que faisait Christopher Nolan avant. On part sur vrai, les non, thématiques non, sur le pas temps du tout. sont beaucoup moins présentes. On part, son clivage n'est mis que par le montage et non par la mise en scène et non par le scénario. Niveau musique, pareil, on est vraiment beaucoup plus abreuvé de musique. Même si j'aime beaucoup la partition de Ludwig Göransson, je trouve qu'elle dessert le film. Malgré deux thèmes qui restent assez honorables, qui sont Can You Hear the Music et Destroyer of the World. Ouais, mais en fait, je trouve que c'est pas en soi les thèmes qui sont exceptionnels. Je trouve que c'est leur utilisation, le fait que les thèmes reviennent, etc. Il y a notamment alors c'est pas une musique, mais un sample de son en fait qu'on va entendre dès le début du film et qu'on va entendre jusqu'à la fin, même après que la scène qui enregistre le sample soit passée. Et cette scène-là, je trouve, est vraiment exceptionnelle, surtout au niveau de l'écriture comme au niveau de la mise en scène. Je trouve que c'est la meilleure scène du film, quoi. Ah, mais niveau son de ce sample-là, effectivement, je te rejoins. Mais le problème, c'est qu'il a déjà fait la même chose dans un film qui s'appelle Interstellar. Ah, mais c'est mieux fait que dans Interstellar pour moi. Oui, c'est mieux fait, clairement. Non, pour moi, dans Oppenheimer, ça n'a pas sa place là. C'est juste beaucoup trop redondant. Et ça en devient putassier. Écoute, moi, la mise en scène, je l'ai trouvée excellentissime. Vraiment, c'est probablement l'une de mes mises en scène préférées de Christopher Nolan. Excellent, j'ai trouvé totalement à propos. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il revient à quelque chose de très expérimental, un peu à la Memento, que ça soit en termes de pur filmage, en termes de pur montage. On a un montage du film qui est complètement explosé, mais pour moi, c'est complètement à propos, puisqu'on parle d'un truc qui explose, à savoir la bombe atomique. Dans la musique aussi, ce côté complètement explosé, parce que même s'il y a une mélodie, en fait, ce qui est très intéressant dans la musique, c'est qu'en même temps une mélodie, en même temps une non-mélodie. C'est intéressant, mais c'est souvent ça chez Ludwig Göransson, qui a composé la musique du film, qui a également composé la musique de Black Panther 1, Black Panther 2, The Mandalorian. De Venom, ouais, voilà, on a tous droit à l'erreur. Et aussi d'Alerte Rouge. Oh, merde. Et du Mandalorian aussi. Mais ouais. Et moi j'aime beaucoup ça, et justement son récit, la façon dont il le construit, notamment en termes de découpage, de montage, paraît complètement surréaliste, complètement cohérent dans l'incohérence, et quelque chose de continuellement en ébullition. Et pour moi c'est parfaitement à propos, puisque la bombe atomique c'est quelque chose de surréaliste, de complètement en ébullition en permanence, qui pète de partout, etc. Donc pour moi la mise en scène est vraiment très bonne, très bien réfléchie. Il y a eu un gros travail. Je pense que même si on n'aime pas sa mise en scène, on sent qu'il y a eu un gros travail dessus. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé sa mise en scène, et voilà, je pense avoir fini. Et je trouve que ça c'est quelque chose qui est assez intéressant. Je pensais dessus, et aussi en termes d'esthétique, c'est une œuvre qui est presque radicale, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'action, et aussi c'est une œuvre qui reflète l'action et la spectacularisation. Et pour conclure, Mais excuse-moi, Cinématique, si je peux t'interrompre, si tu avais un défaut à citer du film, ça serait quoi? Bah alors, c'est pas tellement un défaut en soi, mais j'aurais peut-être aimé voir un peu plus Florence Pugh, mais le fait qu'on la voit pas beaucoup, je trouve que c'est un peu cohérent dans ce que le film veut faire, et je trouve que dans toutes les scènes à laquelle elle apparaît, elle donne une très bonne performance. Donc, j'irais pas jusqu'à dire qu'elle a été gâchée. Non, je trouve qu'elle a quand même une importance, et que quand même que dans toutes les scènes dans lesquelles elle apparaît, elle est parfaite. Donc voilà. Mais c'est pas les gens faire leur propre avis de toute façon. Bah attends, moi j'ai pas donné mon défaut et ma qualité, hein. Oui, si tu veux, vas-y. Si je devais donner une qualité, j'aimerais beaucoup que Robert Downey Jr. gagne un Oscar. Voilà, son rôle. Et je vois Joe qui est très en colère.
Je préférerais que ce soit Ryan Gosling pour un grand film. Hein. Ah ouais. Non, si je devais donner un défaut, je dirais peut-être comme Cinematics, ça aurait été intéressant de un peu plus explorer le personnage de Florence Pugh, mais en soi c'est pas non plus un gros défaut. Et voilà, je te laisse Soya. Bah écoute, je pense qu'on va laisser les gens faire leur propre avis sur Oppenheimer. De toute façon, le film marche très très bien pour un film historique qui dure 3 heures sur la bombe atomique. Le film marche excellemment bien. Et je pense que le Barbenheimer a bien aidé aussi. Oui, je pense aussi, mais ça c'est un autre débat, peut-être qu'on pourra couvrir en article, mais parce que c'est quelque chose qui est assez intéressant, je pense, comme phénomène sur Internet. Mais écoutez, je remercie les chroniqueurs autour de cette table. Merci à vous trois, d'autant plus que si je me souviens bien, il n'y en a aucun de vous trois qui n'est dans la prochaine rubrique qui est sur Yannick et qui est du coup la dernière grosse pastille qu'on fait sur un film. Après, il y aura les recommandations, donc on vous retrouvera dans les petites recommandations, une par personne. Donc, merci à vous, du coup, merci JB, merci Joe. Avec grand plaisir. Et merci Cinematics. Avec grand plaisir. C'est parfait. Écoutez, merci beaucoup. Et nous, on se retrouve tout de suite pour la prochaine pastille.